leur souffrance en prenant en compte les dimensions économiques, sociales, culturelles et morales à travers la mise en place d'une commission d'indemnisation. Une commission d'indemnisation. Mais outre la commission d'indemnisation, nous avons suggéré que l'on mette en place une commission justice, vérité, réconciliation. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons sur ça. Dans ce bureau, on a fait un live, nous avons parlé de cette souffrance. Et il l'a fait. Ça a été fait, il est venu déposer un courrier de demande d'audience à un moment où nous étions sur le terrain, dans un atelier que nous organisions nous-mêmes, d'autres activités, et je devais tout de suite aller en congé. Et l'assistante leur a fait savoir que le professeur va en congé, mais dès son retour, il vous recevra. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons saisis pour leur dire que nous les recevons. Donc nous ça, recevons tout le monde. C'était avant ou après la fuite de cette lettre confidentielle? Non, ce que j'ai dit dans le live, c'était en mi-juillet. C'est le 29 juillet. Le 29 juillet, la veille de mon départ en congé, que l'assistante les a appelés pour leur dire que le professeur part en congé, parce que le 29 c'était un vendredi, samedi, dimanche, je devais partir en congé, mais dès son retour, elle va vous recevoir. Vous l'avez fait, vous l'avez reçu à votre retour? Nous les avons reçus hier. C'était dans notre programme déjà. Ah d'accord. Donc c'était déjà programmé. Voilà. Donc c'était dit. Le live de Pa Hassan circule. Ça a été fait. Et nous le faisons avec tout le monde, hein, je vous dis. Nous avons un service des plaintes ouvert à tout le monde. Et même la CNDH elle-même, la commission, a un site internet avec une rubrique dépôt de plainte. Toute personne qui a des plaintes dans le domaine des droits humains peut déposer une plainte dans le site de la CNDH. Nous travaillons énormément, mais nous ne sommes pas la société civile. Nous avons une démarche administrative. Nous ne sommes pas membres de la société civile, nous sommes une autorité administrative indépendante. Donc notre manière de faire diffère de celle de la société civile. Normal. La société civile, oui, bon, elle dénonce souvent, c'est normal. Elle communique beaucoup, c'est normal. Mais nous, par moment, évidemment, il nous arrive de communiquer, mais de façon conforme à nos missions. Mais nous agissons vraiment. Mais dans les recommandations, pour en parler encore par rapport à la situation de 2021 à 2024, où vous disiez que vraiment il faut rendre justice, il faut une commission réconciliation et dédommagement, bref, entre autres, vous pensez que tout ça peut être possible sans l'abrogation de la loi d'amnistie? Alors moi, ne me parlez pas de loi d'amnistie. Ah bon? Oui. La loi est dure, mais c'est la loi. D'Ouralex, c'est de l'excès. Oui, non, de l'abrogation. Vous ne me parlez pas de l'abrogation de la loi d'amnistie. Pourquoi? Oui. Mais parce que tout doit faire l'objet d'une réflexion consensuelle. Nous travaillons avec le gouvernement, avec la société civile et avec l'Assemblée nationale. Ce sont des principes des Nations Unies qui s'appelle Principe de Paris 1993, qui demande que nous travaillions, que nous soyons en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale. Donc nous travaillons avec la commission des lois, avec les députés, sur tout projet ou toute proposition. Donc je ne peux pas m'avancer sur une réforme de la loi d'amnistie tant que nous n'arrivons pas à une décision consensuelle, à une
à une recommandation consensuelle sur cette question. Mais cette recommandation, est-ce qu'elle n'est pas freinée justement par cette loi d'amnistie? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas comme ça que nous réagissons. Nous ne réagissons pas à la Fabrice Nguema. J'ai dit à Fabrice que c'est de façon... Nous organisons des ateliers de réflexion, c'est ça, avec tous les acteurs qui peuvent apporter leur contribution. Et c'est sur cette base que nous pouvons donner une position éclairée. Pour ce qui est de la loi interprétative, nous l'avions fait. Oui, vous aviez pris position. Oui, c'était un atelier de réflexion. Oui. Avec des acteurs venant du gouvernement, surtout du Parlement, des parlements, des universités, de la société civile, des syndicats, pour arriver à la conclusion qu'il fallait peut-être être prudent dans un premier temps, mieux réfléchir et au besoin demander conseil au Conseil constitutionnel. Mais vous n'avez pas été entendu. En tout cas, la loi a été votée. Et vous n'avez pas été entendu à l'époque. Oui, mais peut-être que à leur corps défendant, c'était un peu tard. Ils avaient déjà lancé le programme de vote de la loi, mais j'ai beaucoup regretté que le Conseil constitutionnel n'ait pas été interrogé avant le débat sur le vote de la loi à l'Assemblée nationale. Finalement, l'histoire vous a donné raison. Mais ça aussi. Mais vous savez, nous... J'adore l'élégance intellectuelle du professeur titulaire, des chaires de classe exceptionnelle. Hein? C'est vrai, modestie à part. Vous savez... Vous avez eu raison. L'histoire vous a donné raison. Vous savez, Fabrice, vous-même, organe de presse, société civile, acteurs politiques, acteurs administratifs, nous, CNDH, nous devons nous battre pour que le Sénégal ait un bilan immatériel positif. C'est ça aussi le combat des tenants actuels du pouvoir. Mais il faut, c'est ça, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, parce que le bilan immatériel est extrêmement important. Vous savez, avec le régime passé, la difficulté, c'était qu'il y avait un bilan matériel avec les infrastructures et autres, mais le bilan immatériel a manqué. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas occupé des droits humains. Et c'est ça qui a été qui a expliqué cette réaction négative des populations. Alors, actuellement, il y a eu changement, alternance, changement de régime. Il faudrait que tout un chacun s'y mette pour qu'il y ait un bilan immatériel positif. Je vous ai parlé d'un principe. J'y reviens. Celui de l'interdépendance entre les droits humains, la démocratie, le développement et la paix. Donc, les droits humains, il faut s'en occuper. Hein. Les victimes là, mais il faut s'occuper de leurs problèmes, de leurs souffrances, n'est-ce pas? Et bon, je crois que la justice est en train de s'en occuper. Mais nous devons aussi veiller. Et je lance vraiment un cri du cœur. Nous devons veiller à la paix. Perdre la paix, c'est toujours regrettable. Parce que pour la retrouver, c'est très compliqué. Mais quand des gens agitent, par exemple, l'idée de confiscation de liberté, de privation de liberté, de parti-État, vous entendez ce débat. Et des gens agitent aussi des questions de détenus politiques. Pensez-vous que c'est à prendre au sérieux? Ce que je veux dire, c'est que nous, encore une fois, nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous nous défendons d'être des acteurs politiques dans la réalisation des missions régaliennes qui nous sont confiées par la loi
et par les principes des Nations Unies qu'on appelle les principes de Paris. Nous gérons, c'est l'humain, la personne humaine. Mais il y a une question de droits de l'homme là, Mais dans ma question. partout, Ok. partout où il y a des questions de droits humains,